Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. Beaucoup de gros dossiers à aborder avec le collègue Marc-André Leclerc. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. Écoute, moi, en fin de semaine, je pense que même si j'avais pas de vol, je suivais à la trace ce qui se passait du côté d'Air Canada, puis on devait être pas mal à suivre tout ça. C'était supposé reprendre dimanche les vols. Finalement, c'est pas ça du tout. Le syndicat défie un ordre direct imposé par la ministre des Transports. Comment on réagit quand on est ministre comme ça, puis qu'on décide de désobéir littéralement à une commande qui a été passée comme ça? Ouais, et là, Alexandre, c'est très complexe ce qui arrive présentement. Là, le fait que le syndicat dit, nous, on s'en fout, là. Ce que le fédéral a décidé, parce que le fédéral a également appliqué plus tôt cette année dans le domaine ferroviaire, dans le domaine portuaire. Là. Donc, c'est pas la première fois. C'est un nouveau chemin là, que le fédéral utilise depuis quelques temps pour essayer de régler des situations comme on voit avec Air Canada, parce qu'avant ça, à une certaine époque, le gouvernement fédéral précédent au Soudan invoquait une loi spéciale. Donc, mais là, il y a des jugements qui sont arrivés, puis ce qui fait en sorte que c'est très difficile présentement pour le fédéral d'arriver et faire une loi spéciale. Donc, on a trouvé ce nouveau mécanisme-là. On invoque des articles, on demande un arbitrage exécutoire et normalement, c'est exécuté. Les syndiqués retournent au travail, pas dans la joie et l'allégresse, puis mon Dieu, Kumbaya, on est content de revenir au bureau, mais on revient habituellement au travail et on est capable de reprendre tout ça avec un mécanisme qui fait qu'il y a un arbitrage qui se met en place et tout ça. Là, on a dit non. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce que la ministre Patty Hajdu au fédéral va faire, parce que là, c'est comme ça semble être une première, en tout cas cette année, parce qu'habituellement, ça fonctionnait, mais c'est très décourageant. Et là, tu sais, on peut comprendre les syndiqués, puis les syndiqués qu'on attendait les passagers, là, même si c'est bordélique, les gens comprennent leurs revendications, mais là, ils vont perdre l'appui, là, je pense, de la population, et surtout des voyageurs, parce qu'à un moment donné, il y a des lois qui sont en place, il y a des règles qui sont en place, il y a des réglementations. Si le fédéral dit, excusez les amis, on invoque ça, à un moment donné, tu n'as pas le choix de retourner au travail, de le faire. Donc, ça complique la vie des passagers, mais également, ça va compliquer la vie des relations entre l'employeur, les syndiqués et le gouvernement fédéral. Là. Oui, absolument. Surtout quand on décide de ne pas rentrer, tu sais, comme à la dernière minute, là, c'est un peu ça qui s'est passé là, du côté des agents de bord. Là, on a décidé de défier ça. Il y avait des gens qui attendaient que leur vol reparte, puis tout a arrêté d'un seul coup. C'est sûr que la ligne est mince entre la sympathie de la population pour la cause des agents de bord qui ont quand même réussi, hein, Marc-André, on s'entend à faire comprendre et connaître, surtout de la population, leurs revendications. Là. Je ne sais pas si toi, tu savais, avant qu'on commence à faire cette grève-là puis ces moyens de pression-là, qu'ils n'étaient pas payés jusqu'à ce que la porte de l'avion soit fermée? Non, exactement. Moi, je le savais pas. Plusieurs gens, probablement, on le savait pas qu'on n'est pas dans ce... Moi, j'ai pas membre de ma famille, j'ai pas d'amis dans ce domaine-là. Fait qu'à partir du moment où on peut pas connaître tous ces petits détails-là, mais c'est pour ça qu'ils ont gagné, je pense, la sympathie du public au départ. Là, comment ça va évoluer? Parce que dans ces guerres-là, dans ces relations-là, qu'il y ait un conflit de travail, soit une grève ou un lock-out, on veut gagner le cœur de la population. Là, ils l'avaient avec eux. Surtout que Air Canada, c'est tout le temps été une marque, là, une compagnie un peu malmenée là, pour les services en français. Tout ça, c'est comme si, moi j'avais déjà dans mon ancienne vie, quand j'étais chef de cabinet au fédéral, j'avais rencontré des gens d'Air Canada, puis ils disaient, pourquoi penses-tu, Marc-André, que les gens nous critiquent autant? C'est parce que par l'historique, le fait que c'est déjà été une société d'État, c'est comme si ça nous appartenait un peu avec le nom également Air Canada. C'est comme si ça nous appartenait. Fait que peut-être on est peut-être plus critique envers un transporteur avec Air Canada qu'avec Air Transat ou une compagnie avec un transporteur américain ou européen. Là. Clairement, on se sent un peu investi là-dedans, puis par l'historique de la compagnie, mais c'est pas évident. J'ai hâte de voir comment est-ce que la ministre a d'autres outils dans son pack-sac présentement, dans son sac à dos, pour les ramener au travail? Ça semble pas si clair que ça.
Hmm. Au provincial, on avait François Legault là, qui faisait une grosse rencontre avec ses ministres, avec ses députés la semaine dernière. On est en train là, de préparer le terrain pour les prochaines élections dans un an quand même qui s'en viennent, mais ils sont pas tout seuls. Hein. Il y a les jeunes aussi, les ailes jeunesse des partis qui se rencontraient, eux autres, en fin de semaine. On avait les péquistes, on avait les libéraux. Tu me rapprends que chez les libéraux, on n'était pas tant que ça. Le parti n'a pas levé. Non, et donc on regarde les photos et c'est ça toujours le risque et le danger de faire ça la même fin de semaine. On peut comparer facilement, là. Et là, lorsqu'on fait juste regarder les images, prenez les bulletins de nouvelles à LCN, fermez le son, faites juste regarder les images. Tu vois que le parti était pogné avec les péquistes, puis que du côté des libéraux, là, il y a tout un travail à faire. Ce qui m'a frappé Arthabasca, où je pensais que les libéraux allaient faire un peu mieux, sans remporter, il n'y avait aucune chance, mais allaient faire mieux. Et là, ce qu'on voit en termes de jeunes dans la salle, c'est comment M. Rodriguez, il attire pas les foules. Clairement, on avait vu quelques sondages ce printemps nous montant les libéraux compétitifs, puis même premiers au Québec si on mettait Pablo Rodriguez avant qu'il soit chef. Mais clairement, depuis le 14 juin, il n'y a pas Pablo Rodriguez, là, une mania. Là. On n'est pas en train de courir dans les foules, on n'est pas en train. Pas que je pensais que ça allait être ça, mais normalement, un nouveau chef est supposé d'amener un certain élan, là, au moins d'augmenter ton nombre de membres, ton nombre de participants dans tes congrès. Et là, le congrès des jeunes libéraux, habituellement, c'est comme le coup d'envoi. Là, c'est de la saison politique automnale. Là, c'était Arthabasca, par la force des choses, le 11 août. Mais clairement, il attire pas, là. Fait pas des résultats. Bon, oui, on a augmenté dans Tabasca, mais on était à 3-4 points. Il fait finir à 8-9 points, c'est pas la fin du monde. Après ça, il n'y a pas de mobilisation très, très grande chez les jeunes. Mais sur le gaz, il y a du travail, là. Il y a vraiment du travail à faire. Depuis le 14 juin, on n'a pas entendu beaucoup parler. Qu'est-ce qu'il nous propose? Bon, il va s'accrocher à la souveraineté pour être le rempart contre un prochain référendum, mais est-ce que c'est assez dans le contexte actuel pour mobiliser les troupes? Clairement, on a beaucoup de travail à faire. En plus, les jeunes là, t'es pas dans mon coin, dans ma région natale, là, au Sénégal-Saint-Jean, qui est plus un coin péquiste souverainiste. Il est en Outaouais. Normalement, c'est un coin qui est bon pour les libéraux. Là. Ouais, puis c'est vraiment la Ferrari, là, si je prends cette analogie-là, la Ferrari qui a déjà existé là, pour le Parti libéral du Québec, là, qui était une machine bien huilée de A à Z, tout fonctionnait, toutes les pièces y étaient. Tu sais, c'est plus que juste la mobilisation des jeunes, c'était de l'organisation de terrain, des bénévoles dans toutes les circonscriptions du Québec, une machine à engranger de l'argent aussi, des dons électoraux. On dirait qu'on a perdu des plumes. Là. Je me souviens de la dernière élection, on parlait de circonscriptions où il n'y avait pas d'équipe, puis il y avait des fois de la misère à trouver des candidats. Il y a tout ce travail-là de coulisses aussi. Hein, c'est colossal. Non, tous les points que tu viens de mentionner, Alexandre, c'est colossal. Clairement, les libéraux ne sont plus cette Ferrari-là d'antan. Et là, comment on revient là-dedans? C'est sûr que la notion et la possibilité de remporter en 2026 de bons sondages, mais il faut falloir que Monsieur Rodriguez, qui a été un bon organisateur en 2015 pour Justin Trudeau au Québec, a réussi, elle l'a aidé quand ça allait, les libéraux étaient troisième, on pensait pas que Justin Trudeau allait remporter, il a remporté après cette campagne en octobre 2015, mais là, le travail est colossal à faire pour lui. Puis on va devoir, en plus, il va y avoir la rentrée parlementaire en septembre. Il n'y a pas de siège pour M. Rodriguez présentement. Il n'est pas à l'Assemblée nationale. Il ne sera pas dans les échanges au Salon Rouge. Donc, j'ai hâte de voir si c'est les sondages au niveau au printemps, est-ce que ça va se confirmer cet automne? Ça va être quoi l'élan du Parti québécois après la victoire d'Arthabasca? Mais clairement, c'est pas en fin de semaine qu'on a frappé un coup de circuit chez les jeunes libéraux. Là. Non, c'est sûr qu'il y a une côte à monter, puis ça paraissait là, juste en regardant la foule en fin de semaine. Un qui devrait l'emporter, puis peut-être plus facilement que ça, c'est Pierre Poilievre, qui va essayer de retourner à la Chambre des communes avec un siège là, dans une partielle aujourd'hui. Oui, donc partiel aujourd'hui, heure locale, ça débute à 8h30, 20h30 du côté de l'Alberta. S'il y a 2 heures de différence pour nous. Là. Et là, ce qui frappe, c'est le nombre de candidats, Alexandre. Là. 200 quelques? Ouais. 214. 214, là, ça, c'est ce groupe-là de gens qui veulent contester notre mode de scrutin uninominal à un tour. Et là, il y a eux, il y a vraiment que ce soit la proportionnelle, tout ça, mais ils se sont fait jouer
se sont fait jouer un petit tour parce qu'habituellement, ce qu'eux, ils aiment, c'est mettre beaucoup de candidats sur la liste des candidats pour C'est leur avoir nom, un d'ailleurs. Hein? long, long, Ouais. long bulletin de vote. Comme il est arrivé dans le comté de M. Poilievre le 28 avril dans le Carleton avec une centaine de candidats. Mais là, Élections Canada, ils ont dit c'est pas vrai qu'on va pouvoir imprimer un bulletin de vote avec 214 noms. Mais dans le fond, les électeurs aujourd'hui doivent inscrire le nom du candidat qu'ils choisissent. Donc, on passe du plus long bulletin au plus petit bulletin parce que là, c'est vraiment tout petit. De une ligne, tu dis je vote pour le candidat de ton choix. Donc, clairement, ils se sont fait jouer un tour, mais on va devoir régler ça du côté d'Élections Canada. Puis le problème, c'est que c'est pas Élections Canada, c'est le législateur, c'est les députés qui vont devoir régler ça. Moi, je pense qu'il y a une chose simple à faire, parce que ces gens-là, c'est des gens qui sont organisés, qui prennent des gens à travers le pays, puis se présentent dans une circonscription, dans ce cas-là, la partielle en Alberta, où M. Poilievre se présente. Une des façons de régler ça, c'est que chaque candidat doit minimalement avoir un agent officiel. Mais là, si tu vas voir la liste, il y a plusieurs candidats qui ont le même agent officiel. Donc, on pourrait tout simplement dire, pour rendre la tâche un peu plus difficile, parce que tu veux également que les gens aient accès à notre démocratie. Mais à un moment Ouais. donné, qu'il y ait des groupes comme ça, est-ce qu'on pourrait dire, dans chaque circonscription, une personne peut seulement être l'agent officiel d'un candidat? Déjà, ça compliquerait un petit peu la tâche. Il y a sans doute d'autres moyens, mais les députés vont devoir se statuer là-dessus parce qu'on ne peut pas avoir des circonscriptions. Tu sais, à un moment donné, Ouais. la démocratie tue la démocratie. Exact. Puis dans ce cas-ci, ça va même pas nuire à Pierre Poilievre dans tous les cas parce que il faut que tu écrives le nom du candidat que tu veux mettre, puis celui qui est le plus connu, peut-être un des seuls qui est bien connu là, c'est Pierre Poilievre lui-même. Fait que tu sais, ça va finir par. Non, c'est ça. Ça risque de finir par Les autres, l'avantager. faut que tu cherches à la liste. Là, ils vont mettre, dans l'isoloir, là, ils vont mettre la liste des 214. Là. Fait que là, Ouais. tu vas avoir longtemps à changer. Est-ce que ça va retarder le processus, qu'on aura également le taux de participation? Mais également, ça va être un pas hein, pour M. Poilievre. Il faut qu'il remporte. Ça serait catastrophique, mais ça, je pense pas que c'est un scénario envisageable. Et deux, il y aura un vote de confiance pour lui en janvier, justement en Alberta, à Calgary. Et il a besoin d'un fort pourcentage. Un comté que les conservateurs ont remporté avec 82% le 28 avril. Il faut qu'il remporte également avec un fort pourcentage. Ouais, il doit recommencer un peu du départ, là, M. Poilievre, là, pour encore une fois prouver à la population qu'il est la bonne alternative pour les libéraux. Marc-André, un gros merci. Salut. Merci, à demain.